Ce que nous entendons et ce que nous voyons sur l'Iran ces jours-ci, ça nous parle de nous, ça ne nous parle pas de l'Iran. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'il y a des pays dans lesquels les femmes, dès l'âge de 3 ou 4 ans, travaillent dans les mines et vont toute leur vie travailler sans avoir nécessairement de quoi manger tous les jours, vont avoir une vie épouvantable, aucune liberté de leur corps, aucune liberté de leur temps, et qu'on s'en fiche. Parce que ça ne nous parle pas, parce que c'est trop terrible, c'est trop loin de nous. Alors, la petite bourgeoisie des métropoles occidentales, de Paris, Londres, Berlin, New York, Los Angeles, ça lui dit rien. Et puis il y a des pays terribles, des pays où une femme étudiante est obligée de garder son voile en amphithéâtre, elle sort de l'université, elle est obligée de garder son voile dans la rue. Alors ça nous parle. Parce que on a été étudiante, on a eu des copines étudiantes, on a été étudiant soi-même. Alors ça nous parle de notre liberté. On peut se projeter dans ce roman comme on peut se projeter dans un film, dans un personnage qui vous ressemble. Donc, on se projette dans cette société terrible qui oblige les femmes à porter un voile. Qu'elle fabrique des quantités d'ingénieurs dont une majorité sont des femmes, ça n'a aucune importance. Ça ne nous dit rien. L'important, c'est le voile. Bon. Alors, c'est ça que ça nous dit, tout ce qui se raconte ici. Qu'est-ce qui se raconte? Que, naturellement, une société dans laquelle on voile les étudiantes dans la rue, eh bien, elle va exploser, c'est naturel. Elle ne peut qu'exploser. Une société dans laquelle les petites filles dès 3 ou 4 ans travaillent dans les mines ne va pas exploser parce qu'on s'en fout. C'est loin, on s'en fout. C'est malheureux. Ça fait partie du malheur du monde. Et le malheur du monde, eh ben, c'est affreux. Voilà. Georges, c'est affreux. Sachez-le, et on en est bien convaincu, c'est affreux. Bon. Enfin, la vie continue. Tandis que le voile dans la rue, ça, on comprend ce que c'est, on se projette. La réalité, en Iran, c'est qu'il y a une couche moyenne, une petite bourgeoisie, notamment commerçante, qui a le sentiment que les mollahs ne sont pas ce qu'il faut à ce pays et qui ont envie d'en finir. Bon, alors ça fait un certain temps qu'ils ont envie d'en finir. Quand des opportunités se présentent, quand des événements arrivent, on voit ces catégories sociales se manifester, sortir dans la rue assez prudemment en général. Et puis, à un moment, il y a une opération de regime change, printemps des peuples, révolution de couleur, organisée par Israël et les États-Unis, et qui envoie partout dans le pays des tracts, des messages numériques et papier pour dire c'est maintenant, ça se passe partout. Pourquoi dans votre ville ça ne se passe pas? Alors les gens disent si ça se passe partout, ben dans ma ville aussi. Donc les gens descendent dans les rues. Alors il y a quand même des problèmes pour comprendre les images que l'on voit. Les images de manifestants brandissant des portraits de Netanyahou pour se placer derrière lui, autant montrer des manifestants à Cuba brandissant des portraits de Batista, des manifestants à Paris brandissant des grands portraits de Marie-Antoinette pour se placer derrière elle. Le Shah d'Iran, c'est un peu la même chose, c'est plus du côté Marie-Antoinette. Mais non, ça ne marche pas. Le discours sur les Iraniens veulent le retour du Shah, ils veulent Netanyahou comme leader politique, non. Les Iraniens ne sont pas dans leur majorité passionnés par la situation palestinienne. De là à dire qu'ils pensent que les propos du ministre de la Défense israélien disant qu'on peut tuer autant de Palestiniens qu'on veut, y compris les enfants, puisqu'ils ne sont pas humains, ils ne se reconnaissent pas dans cette idée-là. Donc,
on est là en face d'une révolution de couleurs où soudainement apparaissent sur la grande place des gens qui sont tous habillés en orange. Comment ils ont fait? On ne sait pas. Là, ils sont pas habillés en orange, mais c'est la même histoire. Donc, il y a une crise en Iran qui est le produit de la politique des mollahs, de deux façons. D'une première façon, qui est leur politique épouvantable de gestion de la société en faisant une société totalitaire, extrémisée d'une manière religieuse. Bon, alors voilà, ça, c'est une chose, mais ça produit pas nécessairement des mouvements de foule. Les systèmes dictatoriaux peuvent tenir longtemps sans manifestation d'opposants. Regardez Francisco Franco Bahamontes, hein, en Italie. Et l'autre chose, c'est qu'ils ont essayé de moderniser leur société. Alors, si on veut avoir la bombe atomique, si on veut avoir une société moderne, si on veut être compétitif, si on veut avoir des dizaines de milliers d'ingénieurs, on est obligé d'introduire dans la société quelque chose de terrible qu'aujourd'hui on nous mesure ici depuis la chute de Berlin beaucoup, ça s'appelle la connaissance. On est obligé d'introduire de la connaissance. Si on introduit de la connaissance, on introduit de l'esprit critique. Si on introduit de l'esprit critique, eh ben, une société entièrement théocratique, tenue par des mollahs qui veulent imposer un style de vie grotesque et moyenâgeux, ça ne passe plus. Et c'est eux qui sont la cause de ces événements. En ayant voulu moderniser ce pays s'est modernisé et il trouve que la vie médiévale n'est pas ce qu'il y a de mieux pour lui. Ceci dit, dans les campagnes, là où on a connu le chat, là où on a connu d'autres situations, ce que font les mollahs est beaucoup moins considéré comme insupportable que la situation qui préexistait, c'est-à-dire celle du Shah d'Iran. Et donc, ça donne une base populaire profonde au régime qui n'a pas disparu. Donc, s'il y a une intervention extérieure appuyée sur l'enthousiasme de la petite bourgeoisie des métropoles occidentales, on aura la Syrie, on aura un peu de Libye, un peu de Syrie, un peu d'Irak, un peu tout ça. Mais en tout cas, la victime là-dedans, ce sera le peuple iranien. Et alors, je vois des gens extrêmement intelligents par ailleurs réclamer maintenant des sanctions contre l'Iran. On ne peut pas. L'Iran, elle est recrue de sanctions, elle a déjà toutes les sanctions de la Terre. On ne peut pas en ajouter. Ça, c'est pas possible. À un moment, quand on atteint 100%, on peut pas aller au-delà. Les sondeurs devraient comprendre ces choses-là. Et donc, il faut être attentif à ce qui se passe. Si il y avait un renversement des mollahs par la population et que celle-ci demande l'aide des catégories intellectuelles des grandes métropoles occidentales, il faudrait naturellement être là. Je ne suis pas certain que ce serait leur premier mouvement, mais on ne sait jamais. Et mais la réalité, c'est que pour l'instant, il y a une crise en Iran, que cette crise, elle est utilisée pour toucher les champs pétrolifères, car vous notez quand même que lorsque c'est vraiment grave, que le dictateur est vraiment insupportable, eh ben, il y a des champs pétrolifères à côté, enfin en dessous. Voilà, ça, c'est la règle. Si vous n'avez pas de champs pétrolifères, vous pouvez envoyer les enfants, garçons et filles dès 3 ans dans les mines, ça n'a pas d'importance. Justement, c'est bien utile qu'ils soient dans les mines parce que on a besoin de tous ces matériaux. Et quelle est la différence? Tout à l'heure, la question était posée, quelle est la différence pour le peuple entre le régime qui avait avant Al-Sisi impérateur et le régime qu'il y a aujourd'hui? Quel est l'avantage pour les Tunisiens? Quel est l'avantage pour les Syriens? Quel est l'avantage pour les Irakiens? Je vais vous dire,
l'avantage, il n'est pas clair. C'est même parfois pire. Par exemple, Saddam Hussein tuait 200 à 300 personnes par an. C'est insupportable, c'est odieux. Les Américains ont, pendant 2 ans, tué 400 personnes par jour. Entre les sanctions, la guerre civile, les bombardements, voilà. Donc, vous voyez, la différence, elle n'est pas du côté du méchant, mais surtout, la différence, c'est que l'exploitation du sous-sol est passée entre les mains de compagnies américaines. Voilà, c'est ça la différence. La seule différence, l'exploitation du sous-sol est passée des mains de compagnies françaises en Irak à des compagnies américaines. Ah ben voilà, c'est quand même mieux que les Français, les Américains, pour exploiter le pétrole d'Irak. Voilà, vous avez la clé, vous avez la réponse de tout cela. Et Israël là-dedans, Israël, c'est ce qu'on appelle en informatique un proxy. C'est-à-dire ça sert à faire passer le produit qu'on veut faire passer, mais qui a du mal à passer directement, parce que c'est quand même l'autre côté de la Terre. Hein. Los Angeles et Téhéran, c'est d'un bout à l'autre de la Terre. Tandis que Israël, c'est un proxy pratique, c'est pas loin. Et puis, il prend sa commission au passage comme n'importe quel intermédiaire. Donc, la réalité, c'est qu'il ne faut pas se raconter des romans pour petite bourgeoisie urbaine occidentale. Il faut voir qu'il y a une crise, que la population qui veut se défaire du régime des mollahs, elle peut avoir tout notre soutien, mais encore faut-il qu'elle arrive à définir ce qu'elle voudrait. Et elle a du mal. Souvenez-vous de la Syrie, et j'en terminerai par là. Il y a eu un mouvement du même type contre Assad, qui n'est pas mieux que les mollahs, c'est des régimes terribles. Bon. Un mouvement terrible. Qu'est-ce qu'on a fait? Il y avait les démocrates, qui étaient une minorité, il y avait les démocrates, puis il y avait toutes sortes de gens, des islamistes, etc. On a envoyé des armes, on a parachuté des armes françaises, et qu'est-ce qui s'est passé? Les gens d'Al-Qaïda et d'Al-Nosra, Al-Nosra qui est au pouvoir aujourd'hui, les gens d'Al-Qaïda sont arrivés, ils ont pris les armes françaises, ils ont tué les démocrates, les jeunes, les intellectuels, ceux qui étaient pour une démocratie en Syrie, se sont fait tuer avec les armes françaises par les gens d'Al-Qaïda qui ont attrapé les armes françaises avant eux, et pardon, pas Al-Qaïda, mais l'État islamique. Et l'État islamique, armé par la France, a fait des attentats un peu partout, notamment en France, avec nos propres armes. Ce qui est la preuve qu'il ne faut pas se laisser, dans le domaine de la géopolitique et dans le domaine des relations internationales, guidé par ses affects personnels et ses émotions personnelles, mais essayer d'analyser les choses avec l'intelligence qui nous est donnée par l'histoire et l'évolution darwinienne du monde.